Alors, je vous l'avais promis, on allait petit à petit aller vers cette finalité. Je crois qu'on y arrive petit à petit, la finalité et le sens. Je retiens quand même qu'il n'y a pas que la spiritualité, mais il y a bien des méthodes et des techniques pour y arriver. Donc, c'est ça que l'on forme justement ici à la Haute École de Gestion. Mais on trouvait intéressant de pouvoir élever le débat justement parce que finalement, en effet, il y a pas, le sens n'est pas que dans la vie, n'est pas que dans l'entreprise. Le sens, c'est aussi à donner à la vie, c'est ça? Et à la nature. Alors, bienvenue, Monsieur Domaine. Merci beaucoup. J'ai apporté des notes parce qu'on m'avait demandé de rebondir ce que j'aurais entendu pendant cet après-midi, donc je n'avais rien préparé à l'avance et je commençais à me faire des soucis parce qu'avec les premiers intervenants, je me sentais très loin de chez moi. Heureusement, Olaf m'a ouvert grande la porte et je me retrouve un peu en terrain connu. Mais je vais quand même élargir plutôt que rebondir, et je vais commencer avec l'histoire d'une entreprise. Il y avait vers la fin du 19e siècle un chocolatier anglais, Cadbury, qui était un de ceux, c'était très à la mode dans les milieux protestants à la fin du 19e, qui construisaient des cités ouvrières modèles, n'est-ce pas, pour bien loger leurs employés et bien s'occuper de leurs employés. Et à un certain moment, il reçoit une lettre de quelqu'un qui lui dit, écoutez, c'est ravissant votre vie, votre cité ouvrière, là, c'est absolument splendide. C'est dommage que tout cela ait été construit sur le dos des esclaves. Alors, M. Cadbury tombe des nues, mais il se renseigne et effectivement, le chocolat qu'il achetait était encore, à la fin du 19e siècle, produit par des esclaves. Il est allé voir là-bas, il a trouvé que le taux de mortalité sur les plantations cacaoyères en question était de l'ordre de 20% par année. N'est-ce pas? Bon, alors passons, mais c'était juste pour dire que on nous apprend à l'université, moi j'ai été professeur d'économie à l'université, j'ai donc appris à tout le monde que l'économie, ça sert à faire du bien à tout le monde. C'est une situation win-win. J'ai découvert beaucoup plus récemment que l'entreprise de conseil d'un nommé Christophe Blocher s'appelle Rob Invest. Alors c'est très parlant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça veut dire qu'on vole pour investir, ou bien qu'on vole les investisseurs, ou bien, mais de toute façon, ça ne décrit pas une situation win-win. Il faut effectivement, pour qu'une économie serve à un objectif louable, ou au moins qui mette tout le monde d'accord, que, comme M. le maire l'a dit, que toutes les parties prenantes sortent gagnantes, n'est-ce pas? Et il a produit une excellente liste, la classique, où on a les employés, les fournisseurs, ça c'est les deux dont je parlais avec Cadbury, les capitalistes, les fournisseurs de capitaux, ça on connaît à Genève, les consommateurs, n'est-ce pas, aussi, il faut que le prix soit équitable. Il y a la communauté locale aussi. Ça fait partie de l'environnement, si vous voulez, mais pas seulement. Il y a aussi toute la question, on a parlé de l'importance, et c'est très bien d'avoir insisté sur l'importance d'une ambiance humaine, collaborative au sein de l'entreprise. C'est tout aussi important au sein
de la communauté, n'est-ce pas? Et puis, enfin, il y a l'environnement. Alors là, il se pose toutes les questions sociales que j'ai traitées. Somme toute, il n'y a rien de très innovant là-dedans. On connaît tout ça. C'est vrai qu'on le fait plus ou moins bien, et on peut toujours faire mieux. Et on a parlé à un certain moment de l'importance de la veille, n'est-ce pas? La veille, ça veut dire que l'entreprise est à l'écoute de ses parties prenantes. Donc, pas seulement des employés, des fournisseurs, des consommateurs et des gens qui sont par là, n'est-ce pas? Et donc, si on est à l'écoute, c'est ça la veille, de tous ces gens, on va réagir quand on découvre qu'il y a un truc qui cloche, n'est-ce pas? Et si on n'écoute pas, je sais qu'un le directeur d'une grande entreprise chocolatière plus près de chez nous est allé faire une inspection à Mexico et il demande à voir le dossier des réclamations. Et le directeur local lui dit « Non, quand même, vous savez, on les jette ». Alors il a été viré sur le champ. C'était à l'époque où on pouvait encore virer les gens sur le champ. Mais parce que, effectivement, si on ne sait pas de quoi se plaignent les gens, on ne va pas répondre à leurs besoins. Alors, j'aimerais passer à un autre élément qu'on a presque entièrement omis, et j'attendais que ça vienne, puisqu'on a beaucoup parlé de valeur et de prix, et comme on a aussi beaucoup employé l'anglais, je passe à l'anglais. Oscar Wilde, l'humoriste anglais, avait dit que the cynic is the person who knows the price of everything and the value of nothing. N'est-ce pas? Donc, il faut que le prix reflète la valeur. Et si on exploite des esclaves, si on exploite l'environnement, n'est-ce pas? En fait, on se fait subventionner par quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui paye notre plaisir. Donc, il y a un principe de base qui s'appelle, assez bizarrement, mais c'est comme ça que ça s'appelle officiellement, mais qui est tout à fait reconnu internationalement, le principe pollueur-payeur, mais qui dit, bien au-delà de la seule pollution, que celui qui tire un plaisir, un bénéfice, n'est-ce pas, dans ce sens-là, d'une quelconque activité, doit payer l'entier des coûts que génère la production de ce bien. Autrement, c'est quelqu'un qui paye à sa place, parce que c'est payé de toute façon. Et là, on est dans le rob invest, on n'est plus dans la satisfaction de toutes les parties prenantes. Deuxième élément qui a été évoqué, surtout tout au début, avec les incertitudes, les aléas, il y a un autre problème, c'est que parfois on ne sait pas qui supporte les coûts, on ne sait même pas quels seront les coûts, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez, c'est un bon exemple, bien que ça remonte maintenant, il y a la fameuse histoire des gaz qui bouffaient la couche d'ozone, qui remplissait les frigos, etc. Et lorsqu'on les avait inventés, ces gaz, on s'était dit, mais c'est génial, c'est bon marché, c'est absolument inoffensif, et c'est vrai, on peut le respirer, on peut mettre une allumette dessous, on peut... n'est-ce pas? Et on ne souffre pas. Et il a fallu 20 ans d'émission pour qu'on se rende compte que ça bouffait la couche d'ozone. Alors, quand on a mis sur le marché ce produit,
on le facture à combien? Si on le facture à son coût de production, c'est évident que d'autres vont payer la facture. Et ceux qui se prennent des cancers de la peau dans l'hémisphère sud actuellement payent la facture de la sous-estimation du prix de ce produit. Mais comme on ne savait pas, on a donc inventé un autre principe qui s'appelle le principe de précaution. Et ça aussi, c'est tout aussi établi, reconnu dans l'Union européenne, aux Nations unies, etc., qui dit que si vous ne savez pas quelles vont être les conséquences de ce que vous allez faire, ben renseignez-vous avant de le faire. C'est peut-être un peu radical. On a souvent dit que si on avait adopté le principe de précaution en 1800, on n'aurait jamais eu la révolution industrielle, ce qui est certainement vrai. On aurait évité beaucoup de souffrances, mais on aurait évité. Donc, ça se discute, et je crois que je suis à l'heure prévue. Donc, je m'arrête là sur une question. Ça, c'est pas par hasard. Merci beaucoup. Sur une question, bravo. J'aimerais que pendant que vous avez encore la parole, que vous nous expliquiez et peut-être faire la transition aussi sur ce dernier ouvrage que vous avez écrit et qui était Aimer la création comme soi-même, où la nature finalement prend toute sa place dans le sens qu'on donne aux choses, hein, c'est ça ? Oui, en fait, je suis ancien fonctionnaire des Nations Unies et donc je m'occupais beaucoup de questions de relations sociales et humaines, des droits de la personne, par exemple, des droits humains. Et je me suis dit que l'histoire humaine, on est parti de l'idée « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Au début, le prochain, mon prochain, c'était plutôt mon cousin. Et puis, s'il n'était pas mon cousin, il était plutôt mon ennemi, n'est-ce pas ? Et puis, on a essayé de faire un peu mieux. Finalement, arrive Jésus qui dit non, tout le monde, c'est votre prochain. Alors, je peux vous citer des textes de fonctionnaires coloniaux en Indochine qui ont dit c'est mon prochain, ça, c'est quand même très loin de chez moi, ces gens. Donc, ça posait des problèmes, et encore actuellement, on voit qu'on a beaucoup de problèmes. Mais je me suis dit, néanmoins, lançons-nous et posons-nous la question. Est-ce que nous sommes, comme dit le christianisme, n'est-ce pas, absolument, tout est fait pour nous, pour les humains, n'est-ce pas ? Et nous sommes supérieurs, nous sommes le sommet, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est une évidence, nous faisons tous partie d'un seul écosphère, n'est-ce pas ? Et que sans le fonctionnement de l'écosphère, le corps humain, déjà, ne fonctionnerait pas. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre les normes déjà établies des droits humains et les étendre au-delà de l'humanité? Mais pour rejoindre un peu ce qui a été quand même dit au début, je reviens à l'entreprise collaborative. Il faut savoir que nous, on est une entreprise avec un nombre de participants absolument extraordinaire. D'ailleurs, à un certain moment, je dis, imaginez-vous deux amibes là, dans votre flore intestinale qui discutent entre eux, puis ils nagent là-dedans. Ils disent, mais c'est formidable, toute cette abondance. Et tout ça, c'est pour nous. Bravo. Merci beaucoup.